Bonjour, donc merci Roxane, merci à tout le monde, je prends le relève. Bonjour à cette 5e session de colloque sur la perception des risques et des comportements de prévention dans le contexte de la COVID. Mon nom est Sabine Kruger, je suis professeure en économie comportementale au département d'économie à l'Université Laval et fondatrice et directrice du laboratoire d'économie expérimentale de l'Université Laval. Et juste pour dire brièvement comment ma recherche s'aligne à cette session, je m'intéresse à la prise de décision en face à l'incertitude, pour laquelle évidemment la COVID, c'est très inspirant et très enrichissant, et comment les normes sociales, les émotions et surtout les biais cognitifs influencent la prise de décision et comment ces connaissances peuvent être mises en application dans le contexte des politiques régulatrices. Donc, nous avons un très bel programme également pour cette 5e session. Des présentations précédentes ont notamment démontré à quel point la perception des risques concernant l'infection avec la COVID sont reliés à l'information que les gens possèdent, à quel point c'est important d'être transparente et avoir une bonne communication pour transmettre cette information. Et donc, cette session, en effet, se penche plus particulièrement sur la question quelles sont les sources d'information que les personnes utilisent pour s'informer concernant la COVID-19 et les dynamiques qui se développent et qui sortent dans l'échange des gens, notamment sur Twitter, la deuxième présentation. Nos présentateurs sont Yann Arnaud, qui est étudiante de maîtrise d'économie du développement à l'École d'économie et CERDI de l'Université Clermont-Auvergne et assistant de recherche au Cyrano. Et il est également affilié avec le UDM. Donc, il va présenter les sources d'information et niveau d'inquiétude des parents face à la COVID-19. Et la deuxième présentation va être présentée par Thierry Varin. Ça s'est intitulé « Vaccination contre la COVID-19, étude des dynamiques de conservation sur Twitter ». Thierry est professeur titulaire à l'HSI de Montréal. Il est titulaire d'un professorship en innovation pédagogique en sciences des données pour les affaires internationales. Thierry est chercheur principal en sciences des données au Cyrano et spécialiste dans l'analyse des données non structurées, notamment des réseaux sociaux comme LinkedIn ou aussi Twitter, ce qu'il va nous présenter. Dans le contexte de pandémie de COVID-19, il a développé le package EpiBipR, ou j'espère que j'ai bien prononcé. On va certainement plus apprendre dans la présentation, qui est aujourd'hui parmi les ressources les plus importantes recensant la recherche mondiale sur les coronavirus. Et nous sommes contents aussi d'avoir sa co-autrice aujourd'hui parmi nous, Marine Leroy, qui est diplômée d'une maîtrise en affaires internationales à l'HSI de Montréal. Et elle est actuellement professionnelle de recherche au Cyrano. Marine participe à plusieurs projets de recherche se servant du traitement automatique du langage naturel. En parallèle, elle collabore également à de nombreux projets en sciences des données, dont le baromètre Cyrano sur la perception des risques au Québec. Donc, une belle session. Je vais laisser tout de suite la parole à Thierry, excuse-moi, à Yann, excusez-moi, Thierry, c'est la deuxième, à Yann Arnaud. Donc, j'espère, Yann, vous pouvez partager votre écran avec nous. Oui, normalement. OK, super. Ça devrait être bon. Et donc, si vous avez des questions, mettez-les dans le chat, s'il vous plaît. Ça fonctionne très bien. Est-ce que c'est bon du coup au niveau de la On présentation? voit bien, oui, on voit bien vos acétates. C'est très bien. Ok, mais, je te remercie Sabine pour la présentation. Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité à ce colloque concernant la COVID-19. Principalement, comme ça a été dit précédemment, je vais m'intéresser aux sources d'information et au niveau d'inquiétude des parents face à la COVID-19. Et c'est un travail que j'ai réalisé avec le professeur Silva et le docteur Olivier Droit.
Je tiens à préciser que aussi pour ce travail, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Alors, pour mettre en contexte, on le sait tous, les sources d'information, elles sont prépondérantes dans notre quotidien et elles sont largement utilisées pendant la Covid-19, en contexte de Covid-19, pour chercher de l'information. Il est clair que la pandémie, le virus, a exacerbé cette recherche pour mieux comprendre ou pour mieux s'informer sur le fonctionnement du virus. Aujourd'hui, il existe une grande diversité de supports de l'information, que ce soit des médias plus traditionnels comme les journaux, la radio, mais aussi des médias plus récents, là, en tout cas des années 2000, comme les réseaux sociaux. L'utilisation des sources d'information, elle joue un rôle important dans l'inquiétude des individus. Ça a été montré par la littérature, notamment j'ai mis en avant le papier de Kavenski et de Yang en 2018, qui s'intéressait principalement plus au cancer, sur les personnes qui recherchaient de l'information sur le cancer et comment l'inquiétude était évaluée. Mais on peut tout à fait faire un analogisme avec la Covid-19 et essayer de comprendre en quoi la recherche d'informations sur la Covid-19 peut être anxiogène et peut générer de l'inquiétude. L'objectif est de déterminer les sources d'informations qui sont associées à un niveau d'inquiétude élevé. Pour cela, on a utilisé comme source de données une enquête en ligne du 17 août au 2 septembre 2020 auprès de 3459 parents d'enfants d'âge scolaire à Laval au Québec. C'est d'ailleurs une base de données qui a été utilisée précédemment, notamment par Adama. Moi, personnellement, pour mon étude, je me suis penché sur 3 instruments. Le premier, ce sont des questions sur l'inquiétude par rapport à la Covid-19. À chaque fois, on avait des questions, une échelle de Likert à 5 modalités qu'on a agrégées pour obtenir un score de 0 à 15. Et on a déterminé 2 sous-modalités, notamment de 0 à 9 inclus, qui correspondaient à un faible niveau d'inquiétude, et de 9 exclus à 15 inclus, comme un fort niveau d'inquiétude. Dans un deuxième temps, on avait des questions sur la fréquence de consultation des différentes sources d'information. Dans le même esprit, on a une échelle de Likert à 5 modalités qui étaient jamais, rarement, parfois, souvent et toujours, pour les réseaux suivants, donc la radio, les journaux, les réseaux sociaux, l'ami et la famille, les amis et la famille, les sources médicales, le forum en ligne et la télévision. Et enfin, on a inclus des questions sur les caractéristiques sociodémographiques qui ont été d'ailleurs utilisées dans notre étude précédemment, avec l'âge, le sexe, l'éducation, le statut d'emploi et l'immigration. Elle se décompose en 3 étapes. Dans un premier temps, on a utilisé une analyse des correspondances multiples pour la simple et bonne raison qu'on a voulu comprendre comment se structurer les données. Qu'est-ce que nous révèlent les données? Quelle information on a par rapport aux données? Et pour cela, donc, on a cette analyse-là, donc c'est basé sur la distance euclidienne, nous a permis de mieux comprendre comment étaient structurées les données. Et en récupérant les combinaisons linéaires, les axes, on a pu faire une classification ascendante hiérarchique en utilisant la méthode de Ward qui vise simplement à minimiser la variance intra d'un groupe et maximiser la variance inter entre les groupes. Enfin, lorsqu'on a déterminé nos groupes, on a intégré ces groupes dans une régression logistique, donc un logique binaire, pour essayer de comprendre quelles corrélations et causalités on peut arriver à avoir. Donc, dans un premier temps, je présente la taxonomie. Donc, on a 3459 parents. En variable active, on a nos sources d'information. Et en variable illustrative, donc de contrôle, on a nos caractéristiques sociodémographiques. Lorsqu'on emploie l'analyse des correspondances multiples, et ensuite on applique la méthode de Ward, on obtient 3 groupes. Un premier groupe avec un N à 1610 individus qu'on a qualifié de médias traditionnels. Ensuite, un deuxième groupe de réseaux sociaux et entourage avec un N à 776. Et enfin, un troisième groupe qu'on a appelé les débranchés avec un N à 1073. Maintenant, ce qui est intéressant de regarder, c'est en quoi on va pouvoir caractériser nos groupes. Ici, là, je vous ai mis donc un graphique qui à chaque fois résume quelles sont les modalités qui ont été cochées.
Il faut savoir que pour l'étude, c'est un choix, on a décidé je vous avais dit au début, on a utilisé une échelle de Likert à 5 modalités et on a regroupé les modalités souvent, toujours et les modalités jamais, rarement et parfois. Quand on fait l'analyse, on se rend compte que, par exemple, pour les médias traditionnels, on a principalement les journaux qui ressortent. À 72% de personnes déclarent regarder souvent, toujours, les journaux en tant que source d'information sur la Covid-19. Bien sûr, il est important d'insister que c'est la source d'information sur laquelle ils vont chercher des recherches. Ils vont chercher donc de l'information sur la Covid-19. On a par ailleurs établi un seuil qui était à 70%, où nous, ce qui nous intéressait, c'était les sources d'information principales. Ici, on voit qu'on aurait pu tout à fait choisir la télévision ou les sources médicales, mais on a un seuil qui est quand même beaucoup trop faible par rapport aux journaux, où vraiment on a cette tendance qui ressort. Ensuite, on a les réseaux sociaux et l'entourage, où là, on a deux tendances qui ressortent, qui sont les réseaux sociaux et la consultation d'informations auprès des amis et de la famille. Et enfin, on a notre troisième groupe qu'on appelle les débranchés, et qui qualifie bien la situation, où on a des personnes qui ne recherchent jamais de l'information sur les sources que nous avons proposées dans notre questionnaire. Ensuite, ce qui est intéressant de regarder dans ces groupes aussi, c'est les caractéristiques sociodémographiques. Bon, principalement, on avait une population qui était principalement féminine qui a répondu aux questions, principalement aussi de 35 à 49 ans, de diplôme universitaire, qui travaillent. Ce qui peut être un peu intéressant et peut rejoindre les études précédentes, c'est qu'on voit que le groupe des médias traditionnels et des débranchés a un pourcentage plus important de personnes qui sont nées ailleurs qu'au Canada. Ensuite, ce qui est intéressant, et c'est in fine sur quoi on veut comprendre, c'est le calcul d'une moyenne de l'inquiétude par groupe. Donc ici, si vous vous rappelez, au début, j'ai expliqué que notre indicateur s'étendait de 0 à 15, avec de 0 à 9 inclus un faible niveau d'inquiétude et de 9 exclus à 15 inclus un fort niveau d'inquiétude. Ici, la tendance se dégage. On peut tout à fait comprendre que on peut tout à fait voir et constater que le groupe des réseaux sociaux et l'entourage a un niveau d'inquiétude qui est supérieur, avec un score de 11,01. Et ensuite arrivent les médias traditionnels avec 9,79. Et enfin, on trouve notre groupe des débranchés à 8,01. Et enfin, dans la troisième étape, donc au niveau de la méthode que j'ai présentée au début, on a récupéré nos groupes, nos classes, que l'on a intégrées dans notre régression logistique. Alors, quelques tendances ressortent, c'est ce que j'ai surligné en vert. On peut voir que déjà toutes nos classes sont significatives. Donc, juste un rappel, notre variable dépendante, c'était le score d'inquiétude de 0 à 15. Et ensuite, on a rajouté nos classes et nos variables de contrôle, qui sont les variables démographiques, sociodémographiques. Donc les classes, on voit tout de suite que les rapports de cotes sont significatifs pour toutes les classes. On voit que les rapports de cotes sont aussi significatifs pour le statut d'emploi, la scolarité et l'immigration. Ils sont supérieurs à 1 au niveau des classes et l'immigration, ce qui va signifier que, en fait, dans notre variable, on va avoir une tendance à ce que ces personnes se retrouvent plus dans le groupe 9-15 au niveau de l'inquiétude, alors que plutôt pour des personnes qui travaillent, ils seront plutôt associés à un faible niveau d'inquiétude par rapport à ceux qui ne travaillent pas. Donc pour résumer ces résultats, c'est simplement, on a un premier groupe médias traditionnels où les sources d'information sont principalement les journaux et aucune autre source principale. Si on reprend notre logique binaire, on montre que dans ce groupe, la probabilité d'être parmi les personnes les plus inquiètes est multipliée par un facteur de 2,2 par rapport à ceux qui ne regardent jamais les informations, étant dit ici le groupe des débranchés. Dans un même esprit, dans réseaux sociaux et entourage, les sources d'information sont les réseaux sociaux et les amis et la famille. Et dans ce groupe, la probabilité d'être parmi les personnes les plus inquiètes est multipliée par, cette fois-ci, un facteur plus important de 3,1, toujours relatif par rapport au groupe des débranchés. Et enfin, on a notre troisième groupe, les débranchés, où on n'a aucune source d'information, dans le sens où les personnes ne vont jamais chercher de l'information sur la Covid-19. Qu'est-ce que cela en soi peut révéler? C'est que nos médias traditionnels, ici principalement les journaux, sont reliés à l'inquiétude.
c'est évident, mais que les réseaux sociaux qui sont plutôt des réseaux qui sont plus modernes dans le cadre des années 2000, exacerbent un petit peu plus, parce que le rapport de cote est plus important, cette inquiétude. Et enfin, un point aussi important, c'est que dans notre étude, dans notre échantillon, les personnes qui ne déclarent n'aller jamais chercher de l'information, eh bien, finalement, ils sont moins inquiets. Après, c'est des résultats qu'il faut prendre avec précaution, hein. Il y a des limites. Principalement, ça a été dit avant, c'est que on s'est basé sur un groupe d'échantillons. Donc là, c'était au niveau de l'aval. Il faudrait essayer d'étendre les résultats pour mieux comprendre si cette tendance se confirme et si on peut étendre ces résultats. Et enfin aussi, on peut essayer de mieux comprendre, parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on a fait des regroupements de modalités dans nos échelles de Likert. Est-ce que, principalement, on aurait dû essayer à faire à 3 ou à 2 modalités? Nous, on a fait le choix de regrouper en 2 catégories, comme je disais, souvent, toujours, ainsi que rarement, jamais et parfois. C'est un choix, bien sûr, c'est critiquable. Et en tout cas, ça nous montre bien la tendance qu'on a aujourd'hui, et c'est peut-être ce qu'il faut retenir ici le plus, c'est que finalement, quand on ne va pas chercher de l'information, on est moins inquiet. Et je vous remercie de votre attention, et puis je suis ouvert à toute question par rapport à cette présentation. Merci. Donc, merci Yann. Je regarde dans le chat. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut directement poser une question à Yann? Peut-être pendant que vous réfléchissez. Thomas Podest qui a levé la main, regarde, Sabine. Excusez-moi. Et Thomas Bastien aussi. Oui, il y a deux. Les deux Thomas. Les deux Thomas ont levé la main, c'est bon. Thomas, ok. Thomas, vous en premier, Dans le vous avez chat, levé la ok, main en ok. premier. Oui, je vous en prie, Thomas, merci. Merci pour Donc, la question pour Yann que j'ai, c'est dans sa conclusion, il a dit que les médias sociaux exacerbaient l'inquiétude, mais on peut se dire aussi que les personnes qui vont sur les médias sociaux, c'est eux qui exacerbent l'inquiétude sur les médias sociaux. Donc c'est un peu un phénomène d'auto-réalisation. Donc il y a de l'endogénéité, évidemment. Tu as testé ça, l'endogénéité, ou c'est simplement que ça t'a paru évident? Je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'il peut certainement y avoir un biais de simultanéité par rapport à ça. Non, je ne l'ai pas testé. Ce n'est pas une hypothèse que j'ai faite, mais c'est quelque chose que, oui, c'est vrai. C'est vrai, peut-être à traiter et à regarder, parce qu'en effet, la relation va dans les deux sens, peut aller dans les deux sens. Peut-être aussi essayer de voir dans la littérature si ça a été mentionné aussi, ce genre de phénomène. Mais non, en tout cas, je n'ai pas testé ça. Ok, merci. Merci. Donc à Thomas. Oui, merci. Je vais juste noter que je pense que la question de Claude Renan dans le chat va un peu dans la même direction, qui disent, je vais le lire et après, très agréable présentation, merci. Par contre, vous ne dites rien de la validité de l'information, de son caractère anxiogène. Alors, va-t-on chercher l'information qui confirme notre choix ou c'est l'information qui détermine le niveau d'inquiétude? Je pense que ça va un peu dans la même direction que le commentaire de Thomas, tant qu'à l'endogénéité, de se à la fois trouver dans cette groupe qui suit les réseaux sociaux et être plus inquiète. Donc, oui, juste pour rajouter, je suis d'accord, c'est vrai qu'en plus, dans la question, on montre bien qu'il y a une part de subjectivité aussi quand on va voir l'information. Quelle est notre intention d'aller chercher l'information? Est-ce que c'est pour valider nos craintes ou nos inquiétudes, ou est-ce que c'est pour essayer de comprendre et essayer de mieux s'informer? Et ça, c'est très, très dur à capter, je pense. Je pense qu'il aurait fallu peut-être une variable supplémentaire qui nous permettrait, ou en tout cas une variable instrumentale peut-être pour essayer de mieux comprendre ça. Mais c'est sûr qu'on ne connaît pas l'intention. Et c'est difficile de capter l'intention. Mais voilà. Je suis tout à fait d'accord, en tout cas, avec ces remarques. Thomas Bastien. Oui, merci beaucoup. Vraiment une présentation très intéressante aussi. Alors, moi, la question que je me pose, c'est davantage en fait en matière d'analphabétisation au Québec. On considère qu'il y a environ 19% de la population qui
qui est susceptible en fait de se retrouver dans une situation où elle va éprouver en fait de grandes difficultés à lire. Quand on est sur les réseaux sociaux, en fait, on a différents types d'informations, des informations qui sont vidéo, des informations qui sont sous forme de photos et des informations qui sont sous forme de texte. Est-ce qu'il y a une corrélation par rapport à une réticence à la vaccination qui serait liée aussi en fait à l'analphabétisation d'une certaine manière? Ou alors est-ce qu'il y aurait une mésinformation qui pourrait se retrouver vers des contenus qui sont plus faciles à digérer que du texte sous forme par exemple de photos ou de vidéos qui circulent très rapidement et qui sont en fait de la mauvaise information par rapport à la vaccination plus particulièrement? Alors, c'est vrai que là, l'étude, je me penche pas sur la question de l'analphabétisation. C'est vrai que c'est pertinent là aussi d'essayer de voir, de comprendre comment ça peut avoir un lien sur l'inquiétude, peut-être aussi in fine sur la vaccination. C'est vrai que je ne me suis pas penché sur cette question-là. C'est vrai que certainement, c'est peut-être une omission, et ça se retrouverait dans le terme d'erreur. Mais je pense qu'en effet, ça peut tout à fait jouer, et je pense que tu le soulignes bien. Il y a la manière de comment on capte l'information, l'image ou simplement l'écriture. Certainement que ça doit jouer autrement, ça doit jouer sur le comportement des personnes. Et là, pareil, bon, ça reste difficile à capter, mais voilà, je n'ai pas forcément trop d'éléments de réponse sur ça parce que bon, ça aurait pu être inclus dans cette présentation, mais là, c'est un petit peu annexe. Je ne l'ai pas étudié, mais je suis d'accord aussi là sur ces remarques. Je pense que ça mérite en tout cas d'être étudié vu le taux que tu as mentionné. Mais c'est intéressant parce que dans le chat, justement, il y a une personne qui pose la question, est-ce que dans l'échantillon, en fait, ces personnes, c'était un échantillon qui était fait sous forme écrite ou alors c'était des questions qui étaient plus orales? Parce que ouais, c'était des questions écrites, donc en ligne. Oui. Non, mais oui, je viens de voir la question. Ouais. Bon, il y a juste... Olivier, si vous êtes juste en train de lire ce que je vais écrire, je vais juste le dire, excusez-moi. Je voulais pas interrompre. Non, effectivement, c'est une enquête où est-ce qu'on n'était pas... les questions étaient écrites, fait qu'effectivement, probablement qu'on a eu on a pris un biais de sélection ici en ayant exclu un peu... c'est des trade-offs qu'on fait entre la facilité d'envoyer le sondage puis la validité externe. Ceci étant dit, malheureusement, je pense que le commentaire sur les médias sociaux et la facilité de relayer l'information n'est pas limitée aux populations qui présentent, qui ont des problèmes d'alphabétisation. Si on voit, en tout cas, je pense pas que la population canadienne est très différente de la population américaine là-dessus, mais les données américaines sont que même parmi les gens qui sont très éduqués, il y a quand même une facilité à relayer de l'information qui est déjà prédigérée. Il y a certains médias sociaux comme Twitter, par exemple, qui essayent de forcer les gens à lire le contenu avant de le relayer. Mais je pense que le commentaire, oui, est particulièrement applicable aux gens qui ont des faibles niveaux d'alphabétisation, mais définitivement pas limité à cette population-là non plus. Là. Fait que, puis je pense que c'est un des problèmes qu'on a avec la source sur les médias sociaux. Fait que ça, c'est partie 1 puis partie 2 pour parler aux commentaires de Claude Renard. Il y a aussi juste un biais de confirmation qui est un biais cognitif très, très commun où est-ce que, évidemment, on va aller chercher l'information. On a tendance à accrocher puis à lire l'information qui confirme nos intuitions a priori, alors qu'on a tendance à rejeter ou à du moins avoir la barre beaucoup plus haute pour intégrer l'information qui va à l'encontre de nos croyances précédentes. Là. Puis ça aussi, c'est universel comme biais cognitif, c'est pas limité du tout à certaines populations. Fait que je pense que ces 2 points-là, malgré qu'ils soient difficiles à départager dans l'étude qu'on a, définitivement peuvent avoir un rôle à jouer dans ce qui est l'information puis l'anxiété reliée à la COVID. J'ai une petite question. Est-ce que c'était la même cohorte pour laquelle vous avez regardé la mise à jour des anticipations? Vous aviez eu une cohorte, c'était la présentation d'Olivier tantôt, qui dit on a mis à jour, on a relié l'information et on a estimé ou fait sortir les anticipations concernant la perception de risque de contracter de la COVID avant de donner l'information et après.
si ça c'est le même échantillon ou la même étude ou la même collecte de données, vous pouvez peut-être aussi relier maintenant vos types que vous avez identifiés à des différents types de est-ce que les gens envoient leurs enfants à l'école ou pas. Donc, voir est-ce que vous trouvez là un lien, les personnes qui sont de manière générale déjà bien informées, est-ce que ce sont ceux aussi qui sont presque certaines d'envoyer leurs enfants à l'école et qui réagissent peut-être de manière différente à l'information supplémentaire que vous leur donnez pour mettre à jour leurs anticipations sur envoyer ou pas les enfants à l'école. Donc, je me suis juste posé la question, est-ce que vous pouvez faire un lien? Parce que peut-être les gens digèrent de manière différente l'information que vous leur donnez, dépendamment quel type ils sont. Est-ce qu'ils sont les types médias standards, les types de trucs? Mais je ne sais pas, est-ce qu'il s'agit des mêmes données? Parce que vous semblez être impliqué dans beaucoup d'études. Est-ce que ce sont les mêmes données ou pas? Donc, ça, c'était une de mes deux questions. Je ne sais pas si Olivier, tu voulais répondre à cette question. Tu as la réponse, là, mais oui, c'est la même enquête. On ne l'a pas regardé de cette façon-là. Ça peut être quelque chose d'intéressant, mais évidemment. C'est la façon dont les gens consomment des données peut avoir un impact au-delà de seulement l'inquiétude. Ça peut jouer aussi sur d'autres éléments, sur d'autres décisions. C'est pas quelque chose qu'on a regardé encore, là, mais effectivement, ça pourrait être intéressant à mettre dans notre article, Yann. Ma deuxième question était juste une question de clarification parce que j'ai été un peu surprise de cette un tiers de vos répondants étaient classés comme débranchés. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, c'est ça, c'est à peu près un tiers. Ouais, c'est ça, c'est un gros tiers quand même. Ouais. On avait, alors après, c'est la classification qui a fait que c'est ça, parce que comme je l'expliquais, et c'est ça où on peut tout à fait critiquer, c'est qu'on a rassemblé les personnes qui déclaraient ne regarder jamais, rarement ou parfois. C'est pour ça qu'aussi, du coup, l'échantillon est un petit peu, est un peu grossi, mais ça reste quand même un chiffre important. Hein. Et la question était juste, est-ce que vous vous informez concernant la COVID ou de manière générale? Non, c'était bien la COVID. C'était à quelle fréquence vous utilisez ces réseaux sociaux, donc ceux que j'ai présentés, pour rechercher de l'information sur la COVID-19. Oui, parce que certainement que les réponses auraient été différentes si c'était de manière générale. Enfin, en tout cas, c'est mon intuition en moi. Mais après, voilà, ça serait quelque chose qui pourrait aussi s'infirmer. Mais je pense que ça serait différent si c'était de manière générale. OK, donc c'était juste peut-être le nom pour cette groupe, parce que cette groupe, elle lit peut-être quand même des médias, mais pas nécessairement, cette groupe n'utilise pas en particulier pour s'informer de la COVID, mais il regarde la télé, il lit des journaux peut-être, et en faisant ça, comme pas, je sais pas, il voit quand même peut-être l'information concernant la COVID, même s'il ne le cherche pas particulièrement. Donc, ils ne sont pas débranchés de manière qu'ils ne lisent plus de tout, ils écoutent plus de tout. Est-ce que j'ai bien compris ça? Donc, ils pourraient avoir... Mais ce n'est pas les groupes qui cherchent particulièrement l'information, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Ouais. OK, parfait. Très bien. Donc, merci beaucoup, Yann, et merci à toutes pour la belle discussion. Je propose qu'on continue avec la deuxième présentation. C'est Thierry qui nous explique un peu plus qu'est-ce qui se passe sur Twitter. Oui, bonjour à tous. Avec Marine, on va vous présenter les résultats d'étape un peu de notre travail. Donc là, je vais partager mon écran. Et puis, je vous déplace parce que vous êtes parti loin sur un autre écran. Voilà. Oui, on voit bien les acétates. Excellent. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est... Alors, déjà, je voudrais féliciter la présentation précédente. Je trouve ça très intéressant. Puis, je voudrais aussi remercier pour l'invitation de participer ici. Et puis, féliciter les organisateurs et organisatrices au Cyrano pour avoir vraiment bien travaillé l'agenda, parce qu'effectivement, notre présentation est comme une continuité de la présentation précédente. Donc, le sujet, c'est la vaccination contre la COVID-19, et ce que l'on cherche à faire, c'est étudier les dynamiques des conversations sur Twitter.
Donc, on va faire cette présentation avec Marine, qui est présente ici, et puis moi-même. Donc, on représente HEC Montréal, Cyrano et Lobvia. Donc, quelles sont les contributions? Encore une fois, ce sont des résultats d'étape. C'est un travail, c'est un projet de recherche sur lequel on travaille. Donc, ce n'est pas un travail qui est complètement terminé. C'est un travail qui s'inspire d'autres travaux. On a fait ça pour la crise des réfugiés en Europe, par exemple. Donc ici, on va utiliser un protocole d'analyse de langage naturel. On va utiliser comme données pour alimenter ce protocole, on va utiliser les données du réseau social Twitter. En termes de méthodologie, on va vous présenter le protocole de recherche qu'on a mis en place. En termes de discipline et de leçons, peut-être que c'est davantage pour les politiques publiques. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? Est-ce que c'est un protocole de recherche qui est valide? À nouveau, pour nous, c'est une étude exploratoire qu'on réplique d'études précédentes. Et on pensait que c'était important de le faire au moment de la Covid-19, comme c'est un enjeu évidemment extrêmement important pour l'humanité. On se disait, est-ce qu'on ne pourrait pas apporter notre petite contribution à cet enjeu-là, et puis peut-être informer, voir si on est capable d'informer les décideurs publics un peu mieux avec des données non structurées. Donc, en termes de table des matières, je vais vous parler de l'introduction, la collecte des données. Marine va parler de la méthodologie. Je reviendrai pour vous parler des résultats et leçons, et puis conclure. Alors, en termes d'introduction, donc notre propos est surtout un propos méthodologique. Donc, c'est une preuve de concept, c'est vraiment, on cherche à faire une contribution méthodologique plus qu'autre chose. Et ça porte sur la faisabilité et la validité de l'analyse des conversations dans un contexte de haute importance pour l'humanité, donc celui de la maladie Covid-19. Quand on parle de réseaux sociaux, donc, on va rentrer dans les données non structurées. Donc, si on parle de données non structurées, ça veut dire aussi qu'on les différencie par rapport aux données structurées. Les données non structurées, c'est des images, du son, c'est des vidéos, des données textuelles, par exemple. Elles sont de plus en plus utilisées en sciences sociales. On les a utilisées pour l'analyse des brevets, par exemple, la lecture de rapports annuels d'entreprise, dans le contexte de la responsabilité environnementale, etc. Donc, on est capable de plus en plus aujourd'hui, depuis quelques années, en réalité, et quand on pense à là où on se trouve dans l'histoire de l'humanité, c'est extrêmement récent. On est capable aujourd'hui, avec la technologie à laquelle on a accès, les méthodes d'analyse de ces données, les données non structurées, on est capable de tirer certaines formes d'informations quantitatives. Et donc, moi, c'est ce qui m'intéresse, cette quête et cette utilisation des données non structurées pour compléter et voir se substituer aux données structurées qu'on avait auparavant. Pourquoi est-ce que je pense que c'est important? Un, parce que je trouve ça extrêmement amusant d'utiliser toute cette technologie pour aller chercher de l'information. Et deux, parce que quand on y pense, en sciences sociales, les données non structurées sont des données déjà qui sont le résultat de l'analyse humaine pour la plupart du temps. Les données non structurées, ce sont des données qui sont, quand on parle des rapports annuels, ce sont des données qui sont le fruit d'une collaboration d'êtres humains entre eux pour générer ce rapport. Alors que des données structurées, souvent, ce sont des données brutes. Donc, par exemple, dans le domaine de la finance, vous allez avoir le cours de bourse, qui va être une donnée brute et qui n'est pas une donnée qui est analysée par l'humain. Alors que les données non structurées, les rapports d'analyse de ces cours de bourse sont des données analysées par l'humain. Donc, c'est cette dimension humaine analytique dans les données non structurées est quelque chose qui m'intéresse en particulier. On va utiliser un modèle de structuration de thèmes ou un modèle de sujet structurel. En anglais, c'est Structural Topic Modeling. Donc, pourquoi? C'est ce qui nous intéresse ici dans l'analyse de la dynamique des conversations. C'est de savoir quelles sont les... Il y a plusieurs méthodes en protocole de langage naturel. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de voir s'il y a des thèmes en particulier qui émergent
et quand est-ce que ces thèmes émergent-ils et quelles sont les conclusions qu'on peut en tirer, par exemple pour les politiques publiques. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je vous mets ici deux exemples en réalité pour l'utilisation de données structurées et non structurées et en quoi ces exemples ont des objectifs qui sont différents et en quoi ils sont complémentaires. Donc, je vous ai mis un premier exemple qui est, hop, c'est pas celui-ci, voilà. Donc là, c'est un tableau de bord qui recense, qui va chercher toutes les données sur les sites gouvernementaux et qui, depuis ici le 1er janvier 2021, donc vous voyez le nombre de cas par jour, vous avez les personnes en soins intensifs, les hospitalisations, etc. Donc ça, c'est un exemple de tableau de bord construit autour de données structurées. Ce sont les données qu'on aime utiliser en sciences sociales la plupart du temps. Donc des données qui sont brutes, qu'on est capable d'augmenter. Et puis vous pourrez vous promener sur ce tableau de bord si vous voulez. Donc la vaccination. Donc je suis assez fier, c'est mon fils qui a fait ce tableau de bord. Donc je trouve ça assez cool. Ensuite, on peut utiliser des données non structurées et vous connaissez tous les exemples de Google Trends. Donc, Hal Varian, un économiste réputé qui est parti travailler chez Google et qui a débuté l'analyse des questionnements sur le moteur de recherche Google. Et il a commencé ça pour les automobiles. Et aujourd'hui, effectivement, ces mêmes approches peuvent être utilisées pour n'importe quel thème. C'est les thèmes qui nous intéressent, notamment le thème du coronavirus, par exemple. Donc, Google Trends fait de l'analyse de données non structurées basées sur les questionnements des êtres humains sur le moteur de recherche. Et on est capable de construire des indicateurs quantitatifs autour de ça. Donc, c'est vraiment le lien entre données non structurées et données structurées qu'on trouve intéressant. Les données non structurées, elles ont déjà utilisé par plein de personnes en sciences sociales. Ça a été utilisé pour voir ce qui se dit dans les journaux. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire dans une extension de cette présentation aujourd'hui. C'est des données, par exemple, d'élections, c'est des données, par exemple, de forums de classe en ligne, c'est par exemple des données sur des déclarations religieuses, etc. etc. Donc, vous voyez, le périmètre d'utilisation des données non structurées en sciences sociales, il est extrêmement large. Et à nouveau, je trouve que c'est très intéressant. Donc nous, l'objectif pour nous et pour les chercheurs en sciences sociales, c'est vraiment de découvrir des sujets et d'estimer leur relation avec les métadonnées des documents qui nous intéressent. Ici, ces documents sont des textes, des conversations sur Twitter. On est capable, on aime faire des tests d'hypothèses, on est capable de formuler des hypothèses et de tester ces hypothèses. Donc, c'est le contexte méthodologique et la littérature dans laquelle on s'inscrit. En termes de collecte des données, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a collecté un peu plus de 2 millions et demi de tweets en utilisant les mots-clés. Donc, ce qui nous intéressait, c'était d'avoir un échantillon suffisamment important depuis le début de la pandémie, donc ici du 1er janvier 2020 au 21 avril 2021. Et ce que vous voyez ici à droite, en fait, donc on a sélectionné des mots-clés pour aller collecter ces tweets. Donc ça, c'est le biais humain dans la sélection des mots-clés. Il faut qu'on sélectionne aussi des mots-clés suffisamment larges pour pouvoir avoir un échantillon suffisamment important. Là, ce que vous voyez, alors ce qui est intéressant dans ce que vous voyez du graphique à droite, c'est que les conversations étaient importantes, mais elles ont largement augmenté à partir du mois de novembre en fait de l'année dernière. Donc vous voyez déjà sans chercher des cassures structurelles, on en voit une. Sans chercher de cassure structurelle d'un point de vue mathématique, on en voit une claire qui est novembre 2020. Ici, donc, on a découpé cette période, toute cette période de collecte des données en deux autres périodes, forcément. La période avant novembre et la période après novembre. Donc, la période avant novembre, on a 374 000 tweets qui nous intéressent. Sur le visuel de droite, ce que vous voyez, c'est les mots dièses, en fait.
Donc, on a énormément d'informations. Vous pouvez imaginer que sur 2,5 millions de tweets, on a énormément d'informations, on a énormément de métadonnées. Donc là, c'est juste pour l'objet de cette présentation, le top 20 des mots dièses. Sur la deuxième période, on a un nombre de tweets qui est de 2 millions de tweets et ça représente 84,5% du nombre total de tweets. En termes de méthodologie, donc, on va faire une analyse thématique et on va néanmoins, pour déterminer notre problématique ici, notre problématique, c'est de déterminer qu'est-ce qui se passe dans ces deux périodes. Donc, ce que l'on va faire, c'est on va déterminer avec un filtre. Je suis désolé, j'espère que vous n'entendez pas ce que moi j'entends. Il y a des gens qui sont en train de percer à côté de moi, là, donc c'est correct? Non, je pense que tout est correct. Ok, heureusement que j'ai un beau micro. Et c'est là où ça mérite l'investissement. Donc, vous imaginez, on a pris les comptes de tweets et on a traité ça comme un cours de bourse. Donc, à partir de quand est-ce qu'il y a des événements qui sont des anomalies? Et est-ce qu'on est capable d'analyser en particulier les conversations au moment de ces anomalies? Donc, c'est ce qu'on a fait. On a fait une étude d'événements mathématique. Donc, on a regardé quelles étaient les anomalies détectées mathématiquement. Et puis, donc, je pourrais vous montrer des beaux graphiques ici. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une analyse de sujets, une analyse de thèmes sur ces périodes-là. Donc, on s'est amusé en fait à déterminer quelles étaient les périodes. On a déterminé 5 périodes pour les tweets jusqu'en novembre et on a déterminé 6 périodes où les conversations changent en fait de nature dans la deuxième partie de notre fichier de données. Donc, c'est ce que je vous mets ici. 5 périodes pour la première grande période, si vous voulez, et 6 temps forts pour la deuxième grande période. Et là-dessus, on a fait tourner des algorithmes d'analyse de thèmes. Et je vais passer la main à Marine, qui va vous présenter tout ça. Et j'espère, voilà, je peux arrêter de partager ici. Alors, bonjour à tous. Je vais essayer de partager mon écran. Je ne sais pas si ça fonctionne. Sinon, je repartage le mien. Oui, allez-y, parce qu'en fait, il me bloque l'accès. Autant, c'est pas très grave. Ok, parfait. Donc, comme disait Thierry, donc, je vais vous présenter la partie sur le modèle thématique. Donc, comme il vous le disait, on a choisi le modèle STM, le Structural Topic Models, donc, qui a été, entre autres, développé par Dustin Tingley, professeur à Harvard. Donc, comment est-ce qu'ils ont développé ce modèle-là? Il se fait, donc, comme on le voit, en 6 étapes. Donc, la première étape est donc la partie où on ingère les données, c'est-à-dire la lecture et le traitement des données textuelles. Dans ce cas-ci, c'est entre autres, par exemple, enlever ce qu'on appelle les mots vides ou en anglais les stop words, c'est-à-dire les mots inutiles comme le, la en français ou en anglais the, a, etc. La deuxième partie donc, se poursuit avec l'étape prepare, donc c'est l'association du texte à des métadonnées. Dans ce cas-ci, entre autres, ce qu'on a fait, c'était enlever les termes qui étaient peu fréquents. Et ce qui amène donc à notre troisième partie, ensuite, donc, qui est estimate, donc la partie où on estime justement le modèle, l'estimation du modèle de sujet structurel. Dans cette partie, ce qu'on a fait, c'est donc l'utilisation finalement du modèle où on a décidé
de sélectionner 10 sujets à présenter. On a aussi choisi une prévalence. La prévalence, donc, c'est ce qui permet de saisir dans quelle mesure chaque sujet contribue à un document. Dans ce cas-ci, on a choisi donc la langue et on a choisi le jour auquel le tweet est tweeté. Ensuite, on poursuit, donc il y a les 3 autres étapes, Evaluate, Understand and Visualize. La partie qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est la partie Visualize, étant donné que effectivement, pour une présentation, c'est plus visuel. Donc, pour poursuivre, ah oui, c'est vous qui faites. Le procédé, donc dans ce qu'on a fait, donc ce que vous expliquez Thierry, c'est qu'on avait les tweets au total qu'on a découpés en 2 grandes parties. Et dans chacune de ces 2 grandes parties, finalement, on a, pour la première partie, on a eu 5 sous-périodes et pour la deuxième, 6 sous-périodes. Donc au total, finalement, 11 sous-périodes sur lesquelles, sur chacune de ces sous-périodes, on a appliqué le modèle STM. Alors, voici donc la partie visualisation donc, de nos résultats du modèle STM. Finalement, on a décidé de vous présenter ici la partie 1 de la période 1, donc mars 2020, et on a décidé dans les top 10 des sujets, donc 3 et 4, ce qui est finalement la partie 2 de la période 6, donc plus de nos jours, donc avril 2021. Donc, ce que nous permet de voir le résultat de la période 1 de la partie 1, donc mars 2020, on voit donc le top 10 des sujets présentés par proportion attendue. On voit que on a... j'ai décidé de vous présenter, par exemple, dans les mots-clés à droite, c'est le sujet numéro 5. Pourquoi ? Simplement parce qu'à la fin, on vous présentera en fait le top 3 de chacun des top 10 pour chacune des sous-périodes. Ici, on voit que donc, en mars 2020, on parlait aussi beaucoup donc, des essais cliniques sur le coronavirus, étant donné que c'était un peu la période où tout ceci démarrait. Et si on switch juste sur la diapo juste après, aussi, ce que nous permettait de réaliser le STM, c'était de comment est-ce que chacun de ces sujets sont reliés entre eux. Donc, comme on le voit ici, il y a le topic 5, le sujet 5 et le sujet 8 qui sont à part et reliés entre eux. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une base en bas de 5 sujets qui sont interreliés entre eux. Et ensuite, on voit qu'il y a 3 autres sujets qui sont reliés indépendamment des autres. Si je reviens juste un petit peu en arrière, voilà, oui. les sujets sont ce que vous voyez sur le visuel de gauche, en fait, ici. C'est ça, exact. Et donc, dans la deuxième partie, c'est ça ici, donc, donc ce sont les mêmes visuels, mais cette fois-ci, donc, pour la dernière partie qui est la période 6 de la partie 2, donc en avril finalement 2021, et on voit tout de suite, à plus d'un an plus tard, finalement, que les sujets ont quand même bien changé, parce qu'aujourd'hui, je vous ai présenté à droite, finalement, c'est le sujet 4 de cette période 6, en nuage de mots. On voit tout de suite qu'on parle donc des caillots, de la pose du vaccin, le sang. On parle aussi maintenant de noms de vaccins, donc ici Johnson, en tout cas ceux qui ont produit les vaccins. Et quand on regarde dans les topics, les 10 topics à gauche, on voit d'autres noms de vaccins qui apparaissent comme AstraZeneca, Pfizer. On voit aussi qu'on parle des doses et qu'elle a été reçue par des millions de personnes. Donc, les sujets, en un an, ont beaucoup différé. Et on voit donc dans la diapo aussi, après, effectivement, la quatrième, comment est-ce que ces sujets de nos jours sont interreliés entre eux. Donc, on voit que le topic 3 est à part et on voit des sujets interreliés entre eux, particulièrement le sujet 10 qui est un petit peu au centre et qui ensuite se relie au sujet 1, 2, 8 et 5 et ensuite qui se suivent avec d'autres sujets. Donc, principalement, si on peut switcher, voilà.
Donc ça, c'est le top 3. On a choisi de sélectionner finalement pour faire comme un récapitulatif des sujets, parce que 10 sujets, c'est quand même énorme pour chaque sous-période. Donc, on voulait un petit peu refaire un top 3. Et juste après, Thierry va vous en parler bien plus en détail. Mais ici, donc, vous pouvez visualiser un petit peu le top 3 de chacune des sous-périodes et qu'est-ce qu'il disait. Et en fait, pour conclure assez rapidement, avant de passer la main à Thierry, dans la partie de gauche, donc la première partie finalement, on remarque que les sujets se portaient un petit peu plus sur l'invention du vaccin, tandis que la deuxième partie porte maintenant sur l'effet des vaccins et effectivement le nom de chacun des vaccins, en tout cas ceux qui l'ont produit comme Pfizer, AstraZeneca et leurs effets, etc. Voilà. Alors, je reprends la main. Donc, pour conclure, en fait, quels sont les résultats et les leçons? Donc, à nouveau, c'est beaucoup d'informations qu'on vous présente ici rapidement. Donc, ce qui est fait, c'est on a collecté les tweets, on a sélectionné mathématiquement quelles étaient les périodes d'anomalie ou de changement de dynamique. On a ensuite décidé de faire de l'analyse de sujets, de thèmes pour ces périodes-là. Et quand on fait une analyse de thème sur une période, vous voyez qu'on est capable de mesurer 10 ensembles en fait, de mots qui reviennent sans arrêt ensemble, par définition. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et ce qui est fascinant, donc quand on fait ça, on n'est jamais certain de ce que l'on va trouver comme résultat. Mais ce qui est fascinant, c'est que finalement, dans la première période, et il n'y a rien de à la fois d'extraordinaire, mais en même temps, à nouveau, notre contribution elle est plutôt méthodologique. Est-ce que c'est possible de faire ça? Donc, même si je trouve pas ça extraordinaire d'une certaine façon, mais en même temps, ça m'émeut, ça me surprend quand même. C'est que cette première période a été une période où, tout au début et dans un ordre chronologique, on a vu les peurs. Donc, la première période, c'était est-ce qu'on va avoir un vaccin? Donc, les conversations étaient sur les angoisses. Puis, il y a eu une période de débat sur le vaccin. Et est-ce qu'il faut se faire vacciner? On va aller trop vite pour découvrir ce vaccin ou pas, etc. Il y a eu une autre période où les conversations ont été sur l'économie et la nécessité de se faire vacciner pour le retour au travail. Et ça, c'était 2020, le premier semestre 2020. Puis, ça a été sur l'intervention du vaccin et sa dimension politique. Il y a eu une forme, il y a eu toute une période, en fait, la quatrième période, où les gens discutaient. Donc, ce sont les tweets, on a oublié de le dire, ce sont des tweets en anglais. On a fait cette preuve de concept sur des tweets en anglais. Et ce qui était intéressant, c'est de voir ce nationalisme vaccinal, si on veut. C'est que d'un seul coup, les gens parlaient de la Russie qui a été la première à découvrir le vaccin, etc. Donc, la dimension politique est ressortie. Dans la cinquième période, à nouveau, la dimension économique ressort des conversations, où on parle des raisons économiques de se faire vacciner. Arrive la période où, d'un seul coup, sur les réseaux sociaux, enfin sur Twitter, on a beaucoup plus de conversations autour du vaccin. Et pourquoi? Donc, la première période de cette deuxième grande période, c'est la découverte du vaccin BioNTech et Pfizer. Donc, c'est la dimension un peu espoir qu'on voit ressortir de ces conversations. Puis, on voit AstraZeneca et vous avez vu Topic 3 qui était un peu à l'écart, mais qui était important quand même, mais pas connecté aux autres sujets. On a vu la dimension quid des pays en voie de développement. Ensuite, dans cette deuxième grande période, la troisième sous-période, on a vu des conversations sur donc un niveau de conversation sur les vaccins qu'on n'imaginait pas auparavant sur le vaccin de la grippe, par exemple. Le niveau de sophistication de la conversation a augmenté. Les gens parlaient de prioriser Pfizer sur AstraZeneca. Sur l'importance de se faire vacciner de toute façon. Ça a été la période des conversations qui a suivi. Puis, à nouveau, une conversation sur les vaccins, lorsque cette fois, les campagnes de vaccination ont commencé. Et dernièrement, la question de quel vaccin est préférable.
Donc, c'est intéressant de voir à nouveau, ce n'est pas surprenant, mais je trouve ça personnellement quand même assez extraordinaire d'être capable d'écouter toute une partie de la population, ici anglophone, et de voir les mouvements et qui ont été décidés par un modèle de détection d'anomalies. Donc, quelles sont les leçons pour la recherche qu'on peut tirer de cette preuve de concept? Donc ici, oui, c'est une preuve de concept sur une mesure quantitative des dynamiques des conversations. Sur un coronavirus qui est le SARS-CoV-2, mais ça pourrait être sur d'autres sujets, comme l'ont fait d'autres auteurs précédemment. Ça nous amène aussi à des réflexions sur l'utilisation de ces transformations des conversations sur les réseaux sociaux, afin de les utiliser comme données probantes. Est-ce qu'on peut faire ça? Aussi sur les domaines d'application, la linguistique, les communications, l'économie, les politiques publiques. Et puis aussi, d'un point de vue plus au niveau transfert, les leçons pour les politiques publiques, ben, ça nous amène à des réflexions sur l'utilisation de ces méthodes de transformation des données, parce que ce n'est pas juste des tweets, on a transformé ces tweets pour en créer des thématiques. Donc, est-ce que c'est pertinent dans le contexte de politique publique? Et aussi, là, à nouveau, on a pris des tweets du monde anglophone. On pourrait prendre des tweets, et c'est ce qu'on a commencé à faire dans un autre projet, prendre des tweets en russe, en chinois, etc. Et voir quelles sont les natures des conversations à travers le temps et comparer. Et puis, vous pouvez imaginer l'utilité que ça peut avoir pour les politiques publiques. Si des sujets n'arrivent pas en même temps, quelles sont les réactions des politiques publiques ou des décideurs politiques à ce moment-là? Donc, en termes de conclusion, juste pour rappeler ce qu'on a fait, on a fait un protocole d'analyse de langage naturel, les données du réseau social Twitter. C'est dans le contexte de la pandémie et c'est un projet à objectif méthodologique en particulier. Les extensions, ben là, ce qu'on est en train de faire, c'est de regarder si pendant ces périodes, ces 11 sous-périodes qu'on a identifiées, quelles étaient la nature des conversations sur les grands médias. Donc dans la presse. Et donc à nouveau, cette étude ici, elle s'inspire de travaux précédents, notamment ceux sur la crise des réfugiés en Europe qu'on avait déjà fait par le passé. Donc qui décide de l'agenda des conversations, par exemple? Donc voilà, merci à toutes et tous. Donc, merci beaucoup, Marine et Thierry. Oui, il y a des mains levées. Donc, Thomas Poder, allez-y. Oui, il faut préciser. Ma question, c'est par rapport aux autres médias que vous n'avez pas regardé, enfin, j'imagine que vous n'avez pas regardé, mais parce que Twitter, effectivement, c'est public, là, les échanges. Il doit y avoir d'autres plateformes où c'est public, là, comme TikTok, etc., pour une clientèle plus jeune, si on veut. Mais il y a des médias qui sont moins publics, là, comme Telegram. Il me semble qu'une bonne partie, c'est codé, qu'on n'a pas accès. Il devrait y avoir, j'imagine, une différence dans les sujets qui sont abordés. Est-ce qu'il y a une façon de voir, c'est quoi les différences de dynamique entre les différents types de supports de communication qui peuvent exister? C'est peut-être un peu éloigné, là, mais bon. Non, mais c'est intéressant. Et Nathalie, d'ailleurs, pourra en parler, parce que c'est ce qu'elle a fait sur la question du village global ou des villages globaux.